Jean Messia a suscité une polémique sur X en insultant nos ancêtres les Européens. Il a effectivement répondu au tweetos Sigoniac que les ancêtres européens étaient en gros des abrutis qui cherchaient des esprits dans les arbres pendant que ses ancêtres à lui étaient des pharaons et des grands scientifiques. Bien sûr, j'ai décidé de faire un forum pour parler de ça. J'ai donc invité Sigoniac qui a gentiment accepté et que vous entendrez sur cette vidéo que vous êtes en train de visionner. J'ai également invité la lanterne pour avoir son point de vue, vous verrez, qui est très intéressant. J'ai également invité Jean Messia, vous savez, je ne fais pas les choses à moitié. Cependant, Jean Messia a décliné dans un premier temps, de manière très polie, parce qu'il n'était pas disponible. Il a dit qu'il voulait bien fixer une date pour faire une vidéo avec le Parti La France afin de défendre son point de vue. Malheureusement, Jean Messia est tombé sur le mème que vous voyez sur votre écran sur le compte de Thomas Joly. Effectivement, ce mème a beaucoup fait rire notre président Thomas Joly, et puisque c'est sa tête qui a été utilisée pour le créer, il l'a diffusé sur son compte X. Jean Messia m'a appelé, Jean Messia m'a envoyé plein de dizaines de messages, il a même montré, je crois, notre conversation à Éric Zemmour selon ses dires, et Jean Messia, n'étant pas content, a décidé d'annuler toute collaboration avec le Parti de la France. Je vais vous lire la fin du communiqué de presse de Thomas Joly qui résume la situation. Malgré les trésors de diplomatie déployés par Alexandre Inger, le descendant de Pharaon a poursuivi sa petite colère d'enfant gâté après de longues palabres téléphoniques rendant tout dialogue impossible. Pour couronner le tout, je viens de m'apercevoir que ce tocard m'a bloqué sur X alors que je n'ai jamais eu la moindre interaction avec lui. Il y en a marre de ce guignol qui, parce qu'il est assimilé, prétend donner des leçons d'identité aux autochtones, et qui se transforme en militant de SOS Racisme dès qu'on lui rappelle d'où il vient. Donc maintenant ça suffit, je propose un débat à Monsieur Messia pour lui faire ravaler son arrogance en audio, en visio, en présentiel, sur un plateau. Ce sera comme il voudra. S'il refuse, il démontrera qu'il n'est qu'une baltringue à grande gueule. Le défi est lancé. Maintenant que vous avez le contexte et que vous comprenez pourquoi Jean Messia ne sera pas présent sur la chaîne du Parti de la France malgré une collaboration très prometteuse au début, eh bien écoutez, moi je vous laisse avec ce formidable épisode sur l'identité, sur l'assimilation. Vous allez voir que nos deux invités du jour, Sigoniac et La Lanterne, ont été exceptionnels. J'ai pris un plaisir immense à tourner avec eux. Je vous laisse maintenant découvrir cet épisode. Avec ta tête de chameau, toi aussi t'es un rapsa. Oublie pas d'où tu viens, ta mère fait ta loupia. Jean Messia. Voilà qu'ils viennent ces kleps de Baptou sur le Coran. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du forum du Parti de la France. Et aujourd'hui, on remet le couvert sur l'assimilation. Écoutez, je suis obligé de remettre le couvert. Je sais que j'avais déjà fait une émission sur l'assimilation il y a un an pour expliquer que c'était une chimère, pour expliquer que ce n'était pas bon. Mais visiblement, certains n'ont pas compris. On est obligé de réexpliquer, alors on va le faire. Et pour ce faire, j'ai décidé de le faire correctement. J'ai décidé de le faire correctement parce que j'ai vu il y a quelques jours, ça a été diffusé un peu partout. On peut même dire absolument partout d'ailleurs, notre camarade Sigoniac qui est présent a eu une altercation avec Jean Messia. On va pouvoir avoir sa version des faits, il va pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé, mais un tweet a fait beaucoup parler, un tweet de Jean Messia où il dit globalement « Oui, mes ancêtres sont pharaons, mes ancêtres sont scientifiques, géomètres, etc., etc. » alors que les vôtres, ils cherchaient des esprits dans les arbres. Un commentaire parfaitement condescendant et assez humiliant envers nos ancêtres qui sont européens. Donc j'ai décidé de dire stop, il faut faire une émission là-dessus, il faut remettre les pendules à l'heure. Et donc, Sigoniac est avec moi. Bonsoir Sigoniac, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, je vais très bien. La polémique a ravivé chez moi la passion de la polémique, alors je suis tout joie. Et cette polémique, j'en suis très content parce que ça m'a permis de vous découvrir et donc j'ai eu l'envie de vous inviter sur mon émission. Et j'ai avec moi, vous savez, les forums du Parti de la France, il y a toujours deux invités. Et la seconde invitée, c'est tout simplement La Lanterne. Alors peut-être que vous la connaissez de base sur TikTok. Après, elle a fait plusieurs comptes Twitter qui ont extrêmement bien marché. Excusez-moi. Je vous invite à suivre son compte si vous n'étiez pas au courant qu'elle avait ce compte-là actuellement. Bonsoir La Lanterne, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, ça va génial, hein. Écoute, merci pour l'invitation. Voilà. Ah, et c'est super. On va pouvoir directement commencer par ce sujet, l'assimilation, un piège à con. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas de cadre du Parti de la France exceptionnellement ce soir, donc ce sera moi le cadre du Parti de la France qui donnerait la ligne du parti. Mais tout d'abord, mise en contexte quand même, parce que je fais cette émission par rapport à l'échange qu'il y a eu avec Jean Messia. Donc on va tout simplement demander à Sigoniac de nous raconter comment a eu lieu cet échange, comment l'avez-vous vécu, et est-ce que vous êtes choqué que Jean Messia puisse tenir ce discours? Alors, écoutez, normalement je devrais dire que je suis choqué, mais en réalité je ne suis pas étonné. Donc si j'avais dû être choqué,
c'est que j'aurais découvert une partie de Jean Messia que je ne soupçonnais pas. Or, je la soupçonnais depuis un certain moment. Pour moi, Jean Messia, m'apparaissait, à force d'être plus français que les vrais Français, m'apparaissait être une farce. Donc, le farceur s'est révélé. Donc je résume ce qui s'est passé. Jean Messia, a utilisé l'intelligence artificielle pour se présenter, sûrement sous l'habit de Louis XIV. Alors on était dans le grand siècle, le visage de Jean Messia sous l'hermine et le bleu roi de la fin du XVIIe siècle. Il a écrit, c'est très ironique à mon avis, et puis cela dit beaucoup de sa personne, humilité et modestie, je crois. Voilà tout ce qui était écrit sur la publication de Jean Messia où il s'affichait dans cet habit. Ce à quoi je lui ai répondu: «Je ne savais pas que l'on s'habillait ainsi dans les quartiers de Choubra entre deux décharges». J'ai volontairement été très provoquant et la provocation, il me semble aussi que c'est le ton, qu'exige Twitter, devenu X. On retrouve un petit peu derrière Twitter, ce qu'il y avait de la presse du 19e siècle, qui avait ce ton polémique. Donc moi j'ai pris plaisir à jouer le jeu de cette provocation. Heu, il me semble qu'en 2 tweets, j'ai démasqué l'imposture Jean Messia et l'imposture de l'assimilation, puisque au bout d'un petit tweet où je lui ai rappelé que certes, j'étais un Français de souche et que lui n'était qu'un Français de souche par naturalisation tel qu'il se présente. Hein, on connaissait les Français de souche, on a connu les Français de papier et lui c'est un Français de papyrus, nous a-t-il rappelé, puisque ses ancêtres bâtissaient, les pyramides, étaient des médecins, des géomètres, tandis que nous, nous poursuivions des gris-gris dans les arbres. Voilà. Écoutez, je croyais que Jean Messia avait fait sien nos ancêtres, eh bien pas du tout, hein. Le fond, culturel et le fond, raciologique, si l'on veut employer le terme, a repris le dessus et la asabia maghrébine, dont parle Ibn Khaldoun, c'est-à-dire, ce tempérament, impétueux et cette, agressivité nerveuse que l'on peut retrouver certaines fois dans les peuplades du nord de l'Afrique, dont nous parle Ibn Khaldoun, voilà. Ça a repris le dessus et l'assimilation, telle que nous l'a démontré Jean Messia, c'est un piège à cons. Effectivement, merci beaucoup pour la remise en contexte Sigoniac, ça va nous servir tout le reste de la soirée. La lanterne, je sais que vous avez déjà fait des émissions avec Jean Messia, je crois même sur GPTV, Géopolitique Profonde, que l'on salue évidemment. J'aurais aimé vous poser cette question, la lanterne, vous, quelle est votre opinion sur l'assimilation? Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'assimiler des milliers, voire millions d'individus extra-européens à la France? Alors oui, effectivement, du coup, j'ai bien fait, une émission avec, Jean Messia sur Géopolitique Profonde, sur un sujet d'ailleurs dont on était, assez, d'accord là-dessus. Pour répondre à la question sur l'assimilation, bah, évidemment non. Voilà, je vais pas faire une tirade pour expliquer, ce qui est évident. Non, l'assimilation avec des milliers, voire des millions de personnes maintenant aujourd'hui, on peut compter en millions, n'est plus possible. Voilà, quand on mélange, de la terre avec de l'eau, au bout d'un moment et bien, l'eau devient trouble. Voilà. L'eau devient trouble, effectivement. Et moi aussi, j'étais troublé par cette histoire, si vous voulez, parce que comme je l'avais dit en off, en introduction, j'avais contacté Jean Messia. J'ai contacté Jean Messia et je lui ai dit, voilà, Jean, je prépare une émission sur vous. Il va y avoir probablement des critiques. Ça me paraît normal de vous prévenir. Et puis, ça me paraît aussi normal de vous donner la parole pour que vous puissiez vous expliquer, pour que vous puissiez donner votre version des faits. Moi, j'aime bien, vous savez, donner la parole à tout le monde, surtout quand c'est quelqu'un du milieu, quelqu'un qui est aussi respecté dans le camp national. Alors au début, il m'a dit oui. Au début, il m'a dit oui, qu'il était d'accord. Il m'a dit, y a pas de problème, fixons une date, etc. Et on a Thomas Joly, président du Parti de la France, qui retweet un mème qui ne vient pas de lui, un mème ou quelqu'un, un mème de France, je crois que c'est le mème de France qui l'a fait, qui a utilisé l'image de Thomas Joly, vous savez, avec le mème Spider-Man, sans ses lunettes, il voit quelque chose, et quand il met ses lunettes, il voit la réalité. Donc il avait mis, comment dire, le visage de Jean Messia lorsqu'il n'avait pas les lunettes, et en mettant les lunettes, il voyait l'image d'une racaille. Bon, c'était un mème un peu drôle, un peu potache, mais visiblement, il l'a pas pris sur sur ce ton, notre ami Jean Messia, parce qu'il a tout de suite, il m'a appelé hier, et il a annulé toute tentative de collaboration ensemble. Je trouve ça vraiment dommage qu'il donne pas son avis là-dessus. Sigoniac, est-ce que vous pensez effectivement que le mème de Thomas Joly, enfin le mème qu'il n'a pas publié, mais qu'il a partagé, était une provocation indigne?
Alors, le même, enfin moi, surtout ce en quoi il m'a fait rire et c'est là qu'on se rend compte que l'humour, nous permet de comprendre certaines choses. Il y a pas de On peut pas rire s'il y a pas un fond de réalité. C'est pour ça que moi je crois pas, que l'ironie soit totalement décalée du réel. S'il y a pas un fond de réalité, on ne rigole pas. Donc, peut-être que c'était indigne pour lui parce que ça révélait sa véritable personne, c'est-à-dire en soi, une racaille, sous vernis français, sous vernis de grands siècles de Louis XIV. Ça faisait longtemps qu'on montrait des vidéos de Jean Messia qui, en effet, a tous les comportements de la racaille, qui, sur les réseaux sociaux, sur Twitter particulièrement, adopte le ton de la racaille. Et donc, quand je parlais de Asabia tout à l'heure, donc ce terme qu'utilise Ibn Khaldoun pour parler de la nervosité de certains peuples de la propension à s'énerver. Je crois que pour Jean Messia, cela colle tout à fait. En tout cas, il nous en a fait la démonstration qu'il pouvait s'énerver facilement. Il prend la mouche. Et c'est vrai qu'il ne faut pas émouvoir les frelons, comme on dit, parce qu'ils piquent. Ce sont des petites bêtes, certes, mais dont la piqûre peut faire mal. Et Jean Messia, à force de diluer son venin partout, euh, commence à je crois que ce venin commence à ne plus faire effet. Alors qu'il était drôle au départ, il nous faisait rire à la télévision, on aimait bien ses pics, il permettait à certains Français d'entendre des discours que nul autre que lui, ou Zemmour par exemple, ne pouvait dire, mais à force, voilà, on a compris que Jean Messia était une arnaque. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Oui, d'ailleurs, il avait fini par un de ses tweets, quoi, justement le tweet sur les ancêtres. Il vous a dit, vous êtes une fraude. Enfin, tu es une fraude. Il vous a même tutoyé, Sigoniac. Et vous, la lanterne, j'aurais bien aimé savoir quelque chose. Alors, c'est très simple, on va parler du tweet en lui-même. Je pense que la lanterne, vous êtes enraciné, vous êtes patriote comme vous et moi, vous êtes patriote comme tout n'importe qui dans le camp nationaliste. Vous êtes d'accord quand il dit que nous, nos ancêtres européens, c'était des golemons qui cherchaient les esprits dans les arbres, pendant que lui, ses ancêtres à lui, ils étaient supérieurs sur notre civilisation et qu'on doit tout aux Égyptiens? Alors, je ne sais pas s'il faut être d'accord ou pas d'accord. Je pense pas avoir les connaissances nécessaires. Je n'ai pas fait de master d'histoire de la civilisation européenne et je ne me prétends pas cette connaissance-là. Cependant, ce qui dérange le plus, c'est pas tant si c'est vrai ou pas, c'est que un patriote soi-disant plus français que les Français eux-mêmes vienne cracher sur les ancêtres des Français. C'est une incohérence après des années et des années de combat de Jean Messia pour prouver à la terre entière qu'il est assimilé, qu'il est des nôtres, hein, finalement. Pour en fait, en un tweet, réduire tous ses efforts, ce qui est un petit peu dommage pour lui. Ça a été, mais comme on dit, la nature revient à d'autres chameaux, hein, et au galop. Donc non, non, effectivement, c'est pas tant la véracité qui est à remettre en question, c'est vraiment plus la pertinence du propos face à ce qu'il défend, sa ligne politique depuis une bonne dizaine d'années. Quand on essaye de s'assimiler à un peuple, et l'effort est louable hein, de la part de Jean Messia depuis quelques années. Hein. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui va dans la rue agresser des jeunes filles comme on peut le vivre en France aujourd'hui. Non, ce n'est pas une racaille au sens propre. C'est un homme qui a essayé de s'assimiler, ça on n'en doute pas, mais réduire tous ces efforts-là sous l'effet de la colère, c'est effectivement un symptôme hein, de cette assimilation, hein, enfin de cette tentative d'assimilation qui est en fait un échec, que ce soit sur les plans individuels que collectifs. Et oui, tout à fait, vous avez bien raison. Et en l'occurrence, moi, j'en ai fait des cours d'histoire et j'ai même fait, je vais vous dire, des cours d'égyptologie à l'université, ça tombe quand même bien. Et figurez-vous que Ramsès II, notamment, un des plus connus, et plusieurs pharaons, il s'avère, de manière absolument indiscutable et de manière sûre et certaine, que Ramsès II était roux. Donc, si vous voulez, 4500 ans, hein, je rappelle, la création des pyramides, c'était il y a 4500 ans. Si vous voulez, ceux qui ont géré l'Égypte à cette époque étaient probablement plus nos ancêtres à nous que les siens, si vous voulez, parce que en fait, Jean Messia, il pourra faire autant d'enfants qu'il veut, aucun de ses enfants ne seront roux pour des raisons génétiques évidentes. Donc c'est quand même assez intéressant. Sigoniac, vous avez peut-être, parce que j'imagine que vous êtes beaucoup intéressé à l'histoire, vous voyez que ça tenait pas debout ce qu'il dit, ça tient pas debout du tout. Non, en effet, après, là où il n'a pas totalement tort, c'est vrai qu'en effet, il y a une plus grande continuité génétique entre les Coptes, dont
dont Jean Messia fait partie, et les Égyptiens anciens, que par exemple, que 90 de la population égyptienne, qui est un mélange, de différentes tribus, notamment, suite à l'invasion arabo-musulmane. Et puis, faut dire aussi, voilà, que le longue lignée des pharaons est une lignée hétéroclite. Il y a la lignée des Ptolémées, ce sont des Grecs, donc Cléopâtre, absolument grec. La lignée les lignées précédentes, parce qu'on a 2 royaumes, qu'on dit souvent, hein, 2 royaumes chez les Égyptiens. Le royaume du Nord qui est plus, beaucoup plus, comment dire? Beaucoup plus blanc, disons-le, que le royaume du Sud. Et heu, donc je moi j'ai pas env j'ai vu en revanche que, la controverse avait suscité le débat dans les commentaires. Certains, ethno-racialistes ont soutenu mordicus que, les Égyptiens étaient, plus blancs que blancs, d'autres, non, qu'ils étaient noirs. À vrai dire, moi je m'en fiche, hein, c'est pas ça qui m'intéresse. La civilisation égyptienne est une grande civilisation. Quand on commence à vouloir comparer des civilisations comme ça à, voilà, pour justifier finalement que même si l'on est assimilé, au fond quand même, on a plus de raisons de se vanter que celui chez qui et à qui on s'assimile. C'est c'est un peu les arguments qu'on entend, chez Karim qui va nous dire, voilà, vous à l'époque vous faisiez, torchiez le torchiez les fesses avec du papier journal, nous on faisait ça avec de l'eau. On a l'habitude de ce genre d'argumentaire, c'est dommage. Et finalement bon, c'est normal aussi que sous le coup de la colère, cela reparaisse chez un patriote de papyrus. Et là, je vais vous contredire un petit peu, mais vous voyez que ma contradiction, paradoxalement, va dans votre sens, parce que je me suis permis de demander à Jean Messia si sa phrase, si sa provocation relevait de l'humour ou de l'énervement. Bref, s'il n'était pas premier degré dans son propos. Je lui ai posé la question. Il m'a répondu qu'il était totalement sérieux et que ses propos sur les Européens étaient factuels. Waouh! Ce qui est quand même ironique de la part de quelqu'un qui, je rappelle, avait fait une image IA, je crois, de lui en Louis XIV. Vous, la lanterne, on est d'accord que être assimilé, ça veut pas juste dire aimer la France depuis la République, c'est aimer la France dans toute son histoire, et donc la France qui est induite, qui est incluse dans la civilisation dite européenne. Donc, pourquoi Jean Messia, finalement, enfin, vous pouvez pas répondre à sa place, bien évidemment, mais pourquoi Jean Messia semble ne pas avoir cette fierté, quelque part, de l'histoire de l'Europe? Est-ce que vous pensez qu'on peut aimer sincèrement la France si on crache sur nos ancêtres? Bien, en fait, moi, je pense sincèrement que, quand on essaye de s'assimiler à un peuple, il faut, créer la rupture, avec, son peuple d'origine, on va dire. Ce que beaucoup n'ont pas compris dans l'assimilation. Là, justement, la génétique, c'est toujours ce qui va parler en premier. C'est ce qui va nous donner la couleur de nos cheveux, la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux, à quoi on ressemble. Et en fait, ça, on ne peut pas le nier. Et pour être 100% assimilé, il faut nier cette part-là de notre héritage et aussi culturel. Jean Michel n'a pas fait cet effort-là, apparemment. Donc, oui, effectivement, il faut aimer la France, pas enfin, pas depuis la République, mais dans son ensemble et la respecter. Ce que Jean Messia a fait, c'est cracher dessus, donc ne pas respecter l'histoire de la France qui lui a permis d'arriver dans une société qui est bon, en dehors de l'immigration, qui est censée être apaisée, où on n'a pas besoin d'avoir un communautarisme pour évoluer. Donc en fait, il n'a pas fait cette rupture-là qui doit être faite pour être complètement assimilé. Merci beaucoup la lanterne pour votre réponse. Et vous, Sigognac, j'avais vu un commentaire, je sais plus de qui malheureusement, j'aurais aimé le citer, un commentaire qui était pertinent, c'était Jean Messia a tout fait pour s'assimiler à la République, mais pas à la France. Est-ce que vous comprenez cette nuance? Alors oui, tout à fait, parce que en réalité, l'histoire de l'assimilation, c'est une histoire vraiment républicaine, qui naît, avec la théorie du contrat social de Rousseau et l'idée que les nations ne sont ni un continuum, ni une communauté, liée par la nature, mais bien des personnes, des individus qui se rassemblent autour d'un contrat. Et donc, derrière l'idéologie républicaine de l'assimilation, il y a l'idée, contractualiste que la nation n'est qu'une chose accidentelle et qu'il suffit d'adhérer à quelques valeurs,
liberté, égalité, fraternité, qui sont à la base des valeurs catholiques, mais qui ont été récupérées par la franc-maçonnerie, dépourvues de leur sens originel, et qui sont les valeurs que l'on connaît aujourd'hui, qui sont les valeurs de la République. Donc, à ce titre-là, oui, on peut s'intégrer à la République, mais la République n'est pas la France. Je crois que Zemmour, à l'époque, avait eu quand même cette lucidité de dire ceci, qu'il n'y a pas d'art républicain, il y a de l'art français. La République, en soi, c'est une forme accidentelle qui a été prise par l'État français. Mais cette idéologie de l'assimilation, c'est la même que l'on a imposée aux populations vendéennes, que l'on a exterminées, parce qu'elles ne voulaient pas s'assimiler à l'idéal républicain. C'est ça aussi l'histoire de l'assimilation. Donc, moi, cette assimilation-là, dès le départ, elle me semble entachée gravement par un péché originel qui est celui de pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est comme ça que j'ai pu être insulté par Jean Messia au départ, de français contrefait. Voilà, alors là, je suis tombé de ma chaise. Français contrefait, tout simplement parce que je ne le reconnaissais pas véritablement et je ne lui avais encore rien dit. Je ne lui avais encore rien dit. Je lui avais simplement parlé des quartiers de Choubra. Donc, il s'est reconnu dans cette allusion à son histoire personnelle. Je me suis fait traiter de français contrefait. Alors là, je vous avoue que j'ai été piqué, non pas dans mon orgueil propre, mais dans l'orgueil de mes pairs, qui a été bafoué. Qu'est-ce que ça veut dire un français contrefait? Il y aurait des Français donc qui refusant le contrat républicain et l'adhésion aux valeurs judéo-maçonniques, qui seraient des faux Français, et puis des Français plus blancs que blancs, des Français comme Jean Messia, qui seraient l'incarnation de la France. Il me semble que quand on est assimilé, l'assimilation peut exister, mais de manière exceptionnelle, et puis surtout, on ne se pique pas d'orgueil. On ne se pique pas d'orgueil, et puis je ne sais pas comment a-t-il pu se mettre à vouloir voler comme un ibis sacré égyptien, et vouloir se faire plus français que les Français, prendre la couronne des mains du pape pour s'adouber lui-même et se représenter comme le vrai Français. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti quand j'ai vu son post initial, qui était peut-être ironique, mais enfin, se présenter avec les habits de Louis XIV pour dire en plus et s'excuser sous une apparente fausse modestie en disant modestie et humilité, non là ça va trop loin. Parce que quand l'assimilation, quand vous savez le premier de la classe sans feu d'orgueil parce qu'il a reçu un jour un prix de rédaction et que 20 ans plus tard il le ressort encore pour dire à 14 ans j'ai gagné le premier prix de rédaction et je vous écrase tous, alors que ça fait 40 ans qu'il est arrivé en France et que il ne peut pas adhérer à la patrie, puisque la patrie, littéralement, c'est la terre des pères. Il peut y adhérer comme un enfant peut être adopté, mais il a au moins la modestie d'accepter que nous n'avons pas les mêmes pères. Il faut avoir cette modestie-là, et moi, il me semble que derrière la farce de l'assimilation, il y a, surtout, c'est Jean Messia qui l'incarne, cet orgueil excessif de croire que parce qu'on adhère au contrat républicain, ça y est, on n'est plus français que les Français, on a le droit de dire qui est un vrai Français, qui ne l'est pas, qui est contrefait et qui ne l'est pas. Ça me rappelle un petit peu le syndrome du néo-converti, hein. Je sais pas si vous connaissez, on a déjà parlé de ça sur la chaîne. Néo-converti, c'est-à-dire que quelqu'un qui va se convertir à une nouvelle religion, il va se sentir un peu, voilà, comment je pourrais dire, exalté, il va être un peu acerbe avec les autres croyants et il va dire comment croire correctement et il va critiquer ceux qui sont croyants depuis 20 ans. Ça me rappelle un petit peu cette histoire. Et pareil pour les Égyptiens, hein, cette histoire me rappelle beaucoup. Alors c'est bête, hein, vous allez dire qu'il n'y a aucun point de comparaison, mais Maître Gims, vous savez quand Maître Gims disait les pyramides, il y a de l'or en haut parce que c'est conducteur électriquement et les Égyptiens ils sont super avancés. C'est à la limite ils n'ont pas été désignés par des extraterrestres. Alors que non, la civilisation égyptienne était bien évidemment avancée, mais c'était pas la seule qui était avancée, et il faut arrêter de penser que les Égyptiens étaient plus avancés que nous sous prétexte qu'ils avaient fait 2 blocs avec une géométrie parfaite sur 2 millions avec une géométrie imparfaite. Bref, je vous renvoie à l'excellente vidéo qui s'appelle Les Revues du Monde, qui avait fait une vidéo pour expliquer que les pyramides, c'est bien, mais c'est pas surnaturel non plus, quoi. Ça me paraissait important aussi de préciser. Je vais revenir quand même sur le présent avec vous, la lanterne. Alors la lanterne, j'aimerais vous poser une question un peu vaste, mais qui est nécessaire parce que vous avez dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec vous, Jean Messia, il s'est assimilé.
Donc c'est que l'assimilation, elle est possible. Nous ne sommes pas dans un discours où nous disons que l'assimilation est absolument impossible. Mais Jean Messia, il est quand même fils de diplomate chrétien. C'est quand même pas le cas de tous les migrants qui arrivent. Je pense que vous êtes d'accord. Donc est-ce que vous seriez d'accord aussi pour dire que l'assimilation ne peut marcher qu'à titre exceptionnel? Alors bien évidemment que l'assimilation, ne peut marcher qu'à titre mais vraiment ultra exceptionnel. Effectivement, il est fils de diplomate, donc il a aussi, cette culture, de l'autre. Parce que les diplomates, bah, rencontrent énormément de gens, hein, forcément. Donc cette culture de l'autre culture, de savoir s'adapter. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on est dans un pays, et qu'on vit dans une culture et qu'on n'en connaît pas d'autres. Et du coup, débarquer dans un pays où la culture est vraiment opposée à la nôtre, là, on est sur un tout autre monde. On découvre, on n'a pas les codes et on doit tout apprendre. Là où je pense, Jean Messia, connaissait déjà une bonne partie en arrivant, hein, ou lui ou ses parents d'ailleurs. Donc heu, donc il y a ça. Donc effectivement non, enfin c'est le mec qui ne parle pas français, qui débarque sur le sol français, voilà, qui n'a vu, que des cases, en bois et qui découvre des maisons en pierre. Enfin c'est complètement autre chose pour lui. En fait, c'est vraiment un nouveau monde. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens, viennent en France, hein. Il y a le côté économique, c'est pas du tout le même mode de vie. D'ailleurs, c'est ce qu'ils recherchent. Mais vu que quand ils arrivent en France, ils vont vers leur communauté. En fait, ils vont, les Marocains vont avec les Marocains, les Algériens vont avec les Algériens. Et en fait, du coup, ils restent dans leur culture de leur pays d'origine, mais en France. On a permis ça, ce qui est déjà un énorme problème, ce qui empêche l'assimilation. Voilà. Quand on est entouré de gens qui ont la même culture que notre pays d'origine, peu importe où on est dans le monde, on ne pourra pas s'adapter et on ne fera pas l'effort d'eux parce qu'on ne sera pas obligé. Quand on arrive dans un nouveau, cercle social, dans un nouveau groupe d'amis, peu importe où est-ce qu'on va, on essaie de s'adapter à l'autre. Mais si l'autre est déjà comme nous, on ne fait pas l'effort d'eux. Et là, c'est ce qui se passe en France. Et c'est pour ça que c'est à titre exceptionnel que ça peut marcher. Donc je pense que ça peut marcher pour les personnes qui sont adoptées. Par exemple, eux, ils viennent donc, ils ont grandi avec des parents blancs français, ils ont une culture blanche française, ils peuvent s'adapter, même s'ils sont noirs, arabes ou autres d'ailleurs. Parce que ils ont leur bulle sociale qui est blanche française. Voilà, qui ne connaît pas d'autres cultures. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Mais quand on arrive dans un pays et qu'en fait on se retrouve avec notre communauté, on fait aucun effort d'adaptation. Et c'est logique. On ne va pas demander à quelqu'un qui n'a pas besoin de faire d'effort de faire un effort. Il va nous dire non. Donc effectivement, c'est même impossible. Plus il y en a, plus les communautés pas françaises en France sont grandes, moins ils feront l'effort. Merci beaucoup la lanterne, tout à fait pertinent. J'avais pas pensé aux personnes adoptées, c'est une bonne remarque également. Et oui, j'avais insisté un petit peu là-dessus, mais le côté chrétien quand même, Jean Messia, il est chrétien, il est copte, si je ne dis pas de bêtises. Sigoniac, enfin, on écoute l'assimilation de manière générale, on est d'accord. Et d'ailleurs, le Parti de la France, c'est la même position que la lanterne, à savoir que l'assimilation est possible à titre exceptionnel, mais aussi, c'est important, il faut que l'assimilation soit à l'initiative de l'individu. Il ne faut pas que l'État mette en place un système pour s'assimiler. Non, non, il faut que ce soit l'individu qui fasse l'effort de s'assimiler. Ça doit pas être quelque chose, un droit, ça doit pas être un droit acquis gratuitement. Et oui, donc Sigoniac, je disais, pour moi, c'est une forme d'importance quand même. On est d'accord que plus on est proche, plus il est facile, entre guillemets, de s'assimiler. Si vous et moi, on va en Italie, alors déjà, c'est pas dit qu'on n'ait pas de problème d'intégration, ça se trouve, on en aura de difficultés pour nous intégrer, mais ce sera plus facile pour nous de nous intégrer en Italie qu'au Congo. Je pense au Congo, c'est un mauvais exemple parce que c'est la même religion, mais il y a des questions ethniques aussi qui comptent. Donc plus on est proche, plus on est assimilable, je pense qu'on est d'accord. Donc on pourrait peut-être partir du postulat également que quand tu as une majorité de migrants musulmans, tenter de les assimiler, c'est être complètement fou, c'est être en dehors des réalités. En réalité, les républicains, les élites plutôt, qui promeuvent l'immigration assimilable, ce sont des menteurs ou des inconscients? Bah, alors, déjà pour l'Italie, je sais pas si, il y a 2 siècles, il aurait été si facile que ça de s'assimiler en Italie. Déjà que, bah, Joseph de Maistre à l'époque le relevait, il disait qu'il y a même pas d'Italiens, il y a des Piémontais, il y a des Florentins, mais il n'y a pas de déjà il n'y avait pas d'unité italienne. Bien sûr, après qu'on peut partir du postulat que nous avons plus, de points de ressemblance, entre un Français et un Italien. Cependant, je serais pas si catégorique que vous sur le fait que
Jean Messias soit assimilable parce qu'il est chrétien, il y a 2 formes quand même de christianisme. Il y a un christianisme occidental romain et un christianisme oriental, qui ne participent pas tous les 2 de la même civilisation. Heu, il y a une civilisation orientale et une civilisation occidentale. Même si les points de dogme, peuvent être, communs, il n'y a pas la même façon de participer et d'incarner ce dogme. Donc, je pense qu'à ce titre-là, forcément un chrétien sera plus assimilable qu'un musulman, mais un chrétien oriental reste tout de même plus éloigné d'un cré d'un catholique qu'un autre chrétien. Un chrétien oriental reste plus éloigné tout de même, de d'un catholique pour cette raison, car ils ne participent pas tous les 2 de la même, civilisation, à ce que me semble. Ensuite, je disais tout à l'heure qu'il y avait derrière le dogme de la civilisation, heu, surtout ce cadre, le cadre révolutionnaire et républicain qui permet l'anonymisation des individus de la même manière que le libéralisme a permis l'anonymisation de la marchandise et sa libre circulation. Donc, heu, déjà au XIXe siècle, il y avait une question de non-miscibilité, des particularismes régionaux entre eux. On avait, un Picard n'était pas un Breton, qui n'était pas un Alsacien, qui n'était pas un Basque, pas un Corse, et cetera, et j'en passe. Si aujourd'hui on a pu mettre en place, l'assimilation, car en effet, elle a été promue sous différents noms, que ce soit l'intégration ou l'assimilation, elle a été promue, comme une règle générale possible de la République, c'est bien parce qu'on a aussi détruit, les patrimoines locaux, régionaux et religieux, culturels, spirituels de la France. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il est évident qu'il est beaucoup plus facile d'assimiler des personnes, quelles qu'elles soient et quel que soit leur degré d'étrangéité, si je peux me permettre ce néologisme, quel que soit leur degré d'étrangéité, il est plus facile d'assimiler ces personnes à un peuple qu'on a dépouillé de sa substance, dont on a débaptisé le pays. Je rappelle quand même que, ce qui liait la France, comme le rappelle Joseph de Maistre, à l'histoire, c'était son parcours très particulier, sa vocation de fille aînée de l'Église. À partir du moment où on a retiré les lettres de noblesse de la France, où on l'a débaptisée, il est évident qu'elle devient une masse, informe à laquelle on peut agréger toute chose. Alors moi, il me semble que si on veut combattre la perte d'identité de la France, évidemment qu'il faut combattre les éléments étrangers qu'on veut agréger à la France, mais il faut aussi reconquérir le passé, glorieux, chrétien, catholique de la France, sans quoi il me semble que tout combat semble vain. Et à ce titre-là, je ne crois pas que Jean Messia incarne la France millénaire, la France de Saint-Louis et de Jeanne d'Arc, mais beaucoup plutôt la France libérale, libertaire, comment dire, d'une droite issue non pas d'une longue lignée qui perpétuait une mémoire et qui perpétuait le culte des ancêtres et de la terre, tout cela subordonné sous l'autorité du bon Dieu. Je crois qu'il s'est plutôt lié à une France qui est celle d'une bourgeoisie cosmopolite dite occidentale, mais qui n'a d'occidental que ce que ça veut dire Occident, c'est-à-dire le crépuscule. Voilà. Moi, Jean Messia me semble beaucoup plus un Français du crépuscule qu'un Français de l'âge d'or de la civilisation chrétienne qu'incarnait la France en tant qu'elle était la fille aînée de l'Église. Merci beaucoup Sigognac pour votre réponse concernant Jean Messia. Alors oui, pour moi Jean Messia est assimilable, pas que parce qu'il est chrétien, hein, sinon sinon tous les Congolais, voilà, sinon il y aurait un paquet de pays qui seraient français très facilement. Non, on insiste bien sur le fait aussi qu'il est fils de diplomate, qu'il a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et moi je pense que son amour, son patriotisme de la France actuelle en tout cas est sincère. Après, il a visiblement un mépris pour l'antiquité européenne. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Continuons si vous le voulons bien. Oui, la lanterne. Alors la lanterne, j'aurais aimé aussi avoir votre avis sur un point, effectivement. C'est que l'assimilation, c'est qu'une question d'identité ou aussi de culture? Parce que vous avez parlé effectivement de la culture diplomate. Mais par exemple, est-ce qu'il vous paraît probable, je sais pas moi, est-ce qu'il vous paraît évident que une culture musulmane ne pourra jamais s'intégrer à la culture française? Globalement, qu'avez-vous à répondre à Marine Le Pen qui dit que l'islam est compatible avec la France et la République?
Oula, beaucoup d'éléments là. Alors, je parlais de la culture personnelle de Jean Messia, du fait que vu qu'il côtoyait beaucoup de gens différents, il il a une capacité d'adaptation qui, je pense, est plus grande que les autres. Pour reprendre les propos de Marine Le Pen, je suis en total désaccord avec elle. Déjà, j'aimerais qu'on fasse un point de différence entre l'islam et les musulmans. Sur ça, ce n'est pas la même chose. L'islam, c'est une religion gravée dans un livre, c'est gravé dans le marbre, c'est quelque chose qui ne peut pas se transformer, qui ne peut pas s'adapter. Les musulmans, ce sont des humains qui, eux, peuvent, enfin, qui ont une capacité de réflexion. Et d'ailleurs, on le voit, quand même une grande majorité des musulmans en France pratiquent la religion dans leur coin et entre nous, ça m'embête pas plus que ça tant qu'ils font ça dans leur coin. Mais ces musulmans-là, et d'ailleurs on fait une grosse différence entre plusieurs mouvements de l'islam, ce sont des coranistes qui vont ne suivre que le Coran. Il y a aussi l'islam sunnite, donc qui va être beaucoup plus rigoriste. Donc en fait, il y a beaucoup de choses. Les coranistes ont une tendance à vraiment s'adapter, à ne pas suivre l'islam à la lettre. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut faire vraiment le distinguo entre les deux. L'islam est complètement incompatible avec la République. Dans l'islam, par exemple, la femme qui dans le monde occidental, la femme a une place qui est importante, qui est respectée. L'islam ne respecte pas la femme. Donc déjà, rien que sur ce principe-là, l'islam est incompatible avec la République et sur énormément d'autres points. Ensuite, est-ce que quand on est musulman, on peut s'adapter à la France? Encore une fois, c'est une question de nombre. Encore une fois, quelqu'un qui est musulman, si c'est une personne sur 1 million, je pense que oui, si la personne, encore une fois, fait l'effort et a la volonté de s'intégrer. Voilà. C'est une question de nombre, toujours. C'est toujours ça. Est-ce que des millions de musulmans qui arrivent en France peuvent s'adapter, enfin, sont compatibles avec la République? Enfin, avec les lois de la République, absolument pas. Quand on voit que plus de 50% des jeunes musulmans français sont pour le retour de enfin, sont pour une venue de la charia en France, on voit bien que ce n'est pas possible. Mais s'ils ont cette mentalité-là, c'est parce qu'ils sont nombreux à le penser, parce qu'entre eux, il y a un réseau, parce qu'ils peuvent parler avec des gens qui sont plus extrémistes qu'eux. Parce qu'en France, ils ont ces réseaux-là. Et c'est là que ça devient incompatible. Un musulman en France ne posera pas souci. Des millions de musulmans en France formeront un réseau. En plus, c'est des communautés qui se communautarisent énormément, qui se soutiennent, surtout dans la victimisation. On a bien vu avec Naël. Hein. Naël, pour n'importe quel Français, c'est lui qui est responsable. Hein. On l'a bien vu, les Français se sont exprimés via les cagnottes parce que c'était leur seul moyen de s'exprimer. Les Français pensent que Naël est coupable, que Naël n'aurait pas dû prendre le volant à un âge aussi jeune et qu'il a fait un refus d'obtempérer. Donc du coup, c'est son action qui a eu une conséquence. Que s'est-il passé? Le monde musulman, malgré cette faute-là, ces fautes-là d'ailleurs, s'est communautarisé derrière lui. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils sont nombreux et ils se soutiennent. S'il n'y en avait qu'un, ce serait bon. S'il y en a des millions. Donc non. Donc pour l'aspect musulman, du coup, non. Et l'aspect islam, encore moins. Merci pour votre réponse, la lanterne. Alors bien que je sois d'accord avec vous politiquement, 100% d'accord, hein, j'ai rien à redire, je suis un peu moins d'accord sur l'analyse de l'islam, et d'ailleurs je crois voir qu'il y a Vivi Aposta qui nous écoute, il sera sûrement d'accord avec moi, parce que le coranisme, le mouvement que vous invoquez, il est extrêmement minoritaire, il correspond à un peu moins de 800 000 personnes de mémoire dans le monde, c'est un peu comme l'ibadisme, c'est une branche vraiment spécifique. L'écrasante majorité des musulmans en France est à 95% sunnites. Alors, si je peux me permettre, du coup, juste Allez-y. une petite précision là-dessus, se disent sunnites. Se disent sunnites, c'est pas la même chose. Quoi. Énormément, et ça, je pense que Vivi, avec qui, enfin bon, j'ai côtoyé la sphère des apostats pendant un petit moment, beaucoup de musulmans qui se disent sunnites sont en vrai coranistes et ne connaissent pas l'islam sunnite. Vraiment, et ne sont d'ailleurs pas d'accord avec beaucoup de principes de l'islam sunnite. Voilà. Ça, on l'a vu dans des nombreux lives de Jacques Le Fou et Casus Lady. Hein. Beaucoup montent et n'assument pas que oui, Aïcha avait 6 ans, qui est pourtant vraiment avéré dans l'islam sunnite. Donc en fait, oui, beaucoup se disent sunnites, mais ne le sont pas du tout. C'est pour ça que je reprécise ça. Voilà, c'est. Ah, je comprends. Ouais, je Mais voilà. comprends, c'est intéressant.
Moi, j'irais même encore plus loin. Je dirais même que la majorité des musulmans en France n'ont pas lu le Coran, déjà. Donc, ne pas lire le Coran, déjà, c'est une chose, mais qui fait que 130 pages, hein, je rappelle. Donc, les hadiths, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, je pense même pas qu'ils soient tant en désaccord avec les hadiths, c'est surtout qu'ils les connaissent pas. Et quand on leur présente devant les yeux, ils disent ah non, 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 ça j'y crois pas. Ah, Aïcha, 6 ans, c'est pas le cas. Tu vois. Pardon pour la caricature raciste, mais c'est pour dire que oui, oui, parce que moi je connais le mouvement qui s'appelle le coranisme. Donc le coranisme, ce sont des gens qui ont volontairement rejeté les hadiths en disant seul le Coran est vrai, est à suivre, il faut rejeter la sunna. Mais ça, c'est un mouvement qui est très populaire au Moyen-Orient, enfin au Moyen-Orient. Bon, au Mans surtout, parce que bon, Arabie Saoudite vaut mieux pas quoi. Mais oui, oui, tout à fait, je comprends ce que vous voulez dire par là. Ce sont les gens qui rejettent ce qu'il y a dans les hadiths, mais souvent par méconnaissance. Donc les gens qui sont en Europe, surtout les musulmans qui sont en Europe. Parce que les musulmans qui sont pas en Europe, en général, ils reconnaissent tout à fait Aïcha à 6 ans, il y a pas de problème quoi. Mais je comprends tout à fait. Oui, voilà, c'est ça, je voulais bien repréciser, ce point-là, mais sinon oui, effectivement, 90 des musulmans dans le monde se disent sunnites, hein. Oui, oui, ça, on est d'accord, on est d'accord. Et oui, je viens vers vous, Sigoniac, parce que moi, j'aime bien votre vision. Vous avez une vision à long terme de la France, que ce soit dans le passé et je pense même dans le futur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis tout à l'heure, on fait que parler d'identité. Depuis tout à l'heure, on parle de religion. Depuis tout à l'heure, on parle de ces choses-là. Et vous remarquerez quelque chose. On ne parle pas de délinquance. On ne parle pas de criminalité. On ne fait pas comme le Rassemblement national ou Reconquête ou d'autres mouvements analogues. Et la raison, elle est assez simple, si vous voulez. C'est que, par exemple, dans les années 50-60, il y avait des Maghrébins qui étaient venus en France et qui n'ont pas causé de problème, qui n'étaient pas délinquants. Mais par contre, leurs descendants, eux, peuvent constituer une forme de racaille. Beaucoup de racailles aujourd'hui en France ne sont pas des immigrés, mais des descendants d'immigrés. Donc il y a peut-être un manque de vision à long terme là-dessus. Vous êtes d'accord, vous, mon cher Sigoniac, qu'il faut raisonner l'immigration non pas sur le comportement d'un individu, mais au contraire sur son identité pour éviter ces problèmes? Bien sûr, ben, c'est évident en fait. À partir du moment où on commence à prendre, le discours, de la à partir où on commence à baser son argumentaire uniquement sur des faits de délinquance, on occulte totalement, la question de l'identité, de la continuité à la fois, génétique et civilisationnelle des peuples. Parce que dans ce cas-là, je crois que s'il n'y avait pas de délinquance, on nous dirait bien volontiers: «Beh, dans ce cas-là, il faut accueillir des millions de Chinois qui ne posent pas du tout de problème» et dans ce cas-là, la moitié des personnes qui se plaignent de la délinquance, seraient tout à fait d'accord avec le fait de remplacer la population française par, des Chinois ou des Coréens ou que sais-je. C'est un fait, c'est un accident en fait du grand remplacement, et puis il faut pas oublier, comme nous le rappelait Alain Bauer dans les années 90, que la délinquance est un moyen de gouvernance quand même. Alain Bauer, donc qui était, le grand maître de la franc-maçonnerie, je ne sais plus si c'était la Grande Loge française ou la ou le Grand Orient de France. C'est un moyen qui est contrôlable. En effet, si l'on n'applique pas des peines, si l'on, enfin, il y a des tas de moyens d'engager et de permettre à la délinquance de se reproduire et de la laisser continuer. Donc la délinquance, moi, ça me semble, c'est prendre la chose par le mauvais bout et combattre, on ne combat pas, quelque chose en, prenant anecdotiquement un des effets. Non, il est évident que la plupart, de nos concitoyens qui, constatent le grand remplacement que nous voyons, enfin, c'est une réalité indéniable, la plupart n'ont pas forcément eu affaire, à des faits de délinquance et nous dire: «Ah oui, mais il y en a plein qui sont très gentils», mais bien sûr, il y en a plein qui sont très gentils. Et il y en a même une majorité, on va dire, qui sont très gentils. Le problème, ce n'est pas une question de délinquance, c'est nous voulons, en tant que peuple, comme l'ensemble des peuples de la terre, je le crois, continuer d'exister dans un continuum historique et nous ne voulons pas mourir en tant que nation. Nation, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui partagent une communauté de naissance. La nation et la patrie, sont, les deux revers d'une même médaille. La nation, c'est la chose vue en tant qu'une nature partagée, vient de nature vient de la naissance en latin, et la patrie vient de la continuité de nos pères. Donc nous voulons continuer d'exister, en tant que continuum ethnique et civilisationnel, et nous ne voulons pas être, mélangés, à d'autres civilisations, ce qui aurait un impact nécessaire. Enfin, c'est une loi de la logique qui le veut, hein. Si l'on accepte qu'il y a des tempéraments différents dans les peuples, qui sont incarnés de manière différente, et cela participe de la diversité, parce que en fait, c'est nous les véritables défenseurs de la diversité. Nous voulons que la diversité continue d'exister.
Nous voulons qu'il y ait encore des peuples différents qui puissent se rencontrer épisodiquement, travailler ensemble, mais nous voulons que ces différences demeurent. Nous sommes les véritables partisans de la diversité, je le crois, contrairement à discours de la créolisation, du grand mélange, de ce discours cosmopolite qui voudrait qu'il n'y ait pas de barrières et de limites, aucune frontière entre les peuples. Non, nous participons d'une même espèce. Alors c'est vrai, mais il y a des différences qu'on appelle comme on veut, ethnie, race, civilisation, qui sont des sous-parties, de cette espèce humaine. Alors oui, je crois en effet que nous sommes les véritables défenseurs de la diversité à ce titre. Et s'attaquer uniquement, à mon avis, c'est la même chose que le combat contre l'islam. L'islam n'est qu'une conséquence du grand remplacement, parce que si demain nous étions envahis par des millions de Congoïdes catholiques, j'aurais le même instinct de recul, si vous voulez. Donc l'islam, ce dans quoi excelle, je crois, Jean Messia, parce qu'il doit aussi avoir été habité par cette faille qu'il a dû ressentir jusqu'à ses 8 ans en Égypte, en effet, d'être une minorité, la minorité copte, et de ne pas être en haut de l'affiche, c'est un fait accidentel. Moi, j'aime m'en prendre aux causes et pas aux conséquences. C'est une question d'évidence, je crois. Et dire le contraire me semble participer de la vanité du combat. Mais écoutez, je vais même peut-être aller un peu plus loin que vous, figurez-vous, parce que j'avais déjà donné cet exemple dans une émission et je le réitère complètement. Moi, je pars du principe qu'il y a 20 millions d'Africains environ en France. Je sais que les estimations officielles sont beaucoup plus basses, mais enfin, oser regarder un Français dans les yeux et lui dire il y a que 4% de musulmans en France, je pense qu'il rigole très sincèrement. Donc moi, j'estime qu'il y a environ entre 15 et 20 millions d'Africains en France. Et tu m'enlèves les 20 millions d'Africains, donc je vais aller encore plus loin que vous, Sigoniac, et tu me les remplaces par, je sais pas moi, des Néerlandais, des Anglais, des Espagnols ou des Italiens. Alors oui, entre guillemets, ce serait peut-être mieux d'un point de vue homogénéité, mais ça ne serait pas la France quand même. C'est-à-dire que je suis tellement nationaliste que remplacer mon peuple par un peuple voisin parce que c'est moins grave de se faire remplacer que par un peuple lointain, pardon, bah oui, mais pour moi c'est insuffisant, ce n'est plus la France. Si on avait 1 million d'Hollandais, bah ce sera la Hollande, vous voyez. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Tout le monde sera peut-être pas forcément d'accord sur ce passage. D'ailleurs, chers invités, vous pouvez tout à fait, je l'ai pas précisé en début d'émission, vous pouvez tout à fait rebondir, contredire ou compléter les interventions des divers intervenants et de moi-même. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, vous avez tout à fait le droit, vous avez une libre parole. C'est important dans cette émission. Et merci Sigoniac. Ah oui, Alain Bauer, c'est un bon exemple parce que c'était le grand sorcier effectivement, enfin le grand sorcier, le grand maître de la franc-maçonnerie Grand Orient, qui disait que la laïcité était la religion de la République. Ou plutôt c'était Éric Zemmour qui a dit ça à Alain Bauer et Alain Bauer lui a dit oui. Ça me paraissait assez important comme phrase. Ça me paraissait important. La majorité des pays n'appliquent pas la laïcité, mais pourtant la majorité des pays européens sont dans la même problématique que nous, donc c'est pas vraiment une question de laïcité, je pense. Continuons, si vous voulez bien. Ah oui, Sigoniac. Oh, pas besoin de lever la main, vous pouvez allumer votre microphone directement. Vous savez, vous êtes tous les deux mes invités. Oui, pardon, je voulais revenir sur la phrase que l'islam ne serait pas compatible avec les valeurs de la République. Alors moi, j'ai bien provoqué, j'ai entendu cette phrase être dite plusieurs fois, mais en réalité, c'est la République qui n'est pas compatible avec la France. Je crois que les valeurs de la République, en fait, on sait, c'est de fait, de source, que la République est née dans le sang des prêtres réfractaires, des Vendéens et de la Vendée militaire qui ont été massacrés. On a l'histoire des congrégations au début du XXe siècle, l'histoire de l'affaire des fiches. Tout cela nous prouve qu'en fait, les fondements de la République, qui sont la laïcité, la liberté, tant et tant de valeurs qui sont autant de branches du droit de l'homisme et du contractualisme progressiste, scientiste et positiviste, tout cela, à la base, a été concocté contre la France, il faut bien le dire, et contre ce que la France a été. Il y a eu une rupture dans la continuité de l'identité de la France qu'est la République. Donc, c'est pas question que l'hindouisme, l'islam, le masdéisme, toutes les religions qu'on veut, aucune, en tant qu'elle est religion, et avant tout le christianisme et le catholicisme en réalité, aucune n'est compatible avec les valeurs de la République, ce me semble, à partir du moment où la République a été faite contre Dieu
et contre le catholicisme. On rappelle hein, que les grands noms de la Révolution française qui ont pris part à cet épisode sanglant, qui ont construit les valeurs dans lesquelles nous grandissons, ne sont pas et sont loin d'être des alliés de l'identité profonde de la France. Donc il y a aucune religion, ce me semble, qui puisse être compatible avec les valeurs de la République. Après, l'islam est certes incompatible avec les valeurs de la France catholique et éternelle. Ça, c'est un fait. De même aucune religion, enfin, une chose et son contraire ne peuvent pas être compatibles avec entre elles. C'est un principe de tiers exclus, normalement. Cependant, il faut quand même bien rappeler que les églises ont été transformées en temples de la raison, c'est-à-dire en temples maçonniques au moment de la Révolution française, et que là, on a le ferment de la République dans laquelle veulent nous engager certaines personnes de la droite bien nationale, dites nationales, qui en fait veulent remplacer eux aussi les églises et les valeurs que nous ont transmises les pères de l'Église, les grands saints de la France, que ce soit Jeanne d'Arc, Saint-Louis, les grands saints qui ont marqué l'histoire de la France, les grands rois aussi, ils veulent remplacer tout cela par des temples de la consommation, des temples du savoir, un idéal judéo-maçonnique que l'on voit incarner et que l'on a vu incarner au cours de ces 2 derniers siècles. Moi, j'aurais une réponse en 2 temps, je dirais. Premièrement, c'est vrai que la phrase «l'islam n'est pas compatible avec la République», ça m'amuse un peu parce que ça sous-entendrait que l'islam est compatible avec d'autres régimes qu'a connus l'histoire de France. Bah, évidemment que non. Si l'islam n'est pas compatible avec la République, évidemment qu'elle n'est pas compatible avec la monarchie catholique, hein. Ça me paraît évident, ni même avec l'Empire d'ailleurs, même si il y en a qui vont me dire Napoléon est entouré de musulmans, blablabla. Bref, il y en a même qui iront plus loin en me disant qu'il s'est converti en Égypte, hein, ce qui est faux. Bref, j'ai fait une émission là-dessus avec Scipion, je vous invite à la regarder. Et ensuite, la petite nuance que j'apporterais quand même, et on a le droit d'avoir des divergences, mon cher Sigoniac, c'est pas grave, hein, j'invite toujours des invités avec qui j'ai des petites divergences. Je dirais pas forcément que la République est incompatible avec la France, je dirais que nos républiques, en l'occurrence, se sont construites avec la volonté de détruire ce qu'il y avait précédemment. Mais la République, en fait, pour moi, je vois ça comme un outil, comme un régime, et le régime, l'outil n'est pas forcément bon ou mauvais, ça dépend comment on l'exécute. Et en l'occurrence, oui, on a eu des républiques qui ont fait le massacre 21, plus de 300 000 morts en 6 mois. On a eu des républiques voilà, qui se sont faites dans le sang, soyons très honnêtes, qui ont déconstruit tout ce qu'il y avait fait avant. Mais par exemple, je sais pas moi, une république république athénienne, ça passe. Une monarchie à la Belge ou à l'Angleterre ou à la Scandinave comme aujourd'hui, ça passe pas. Donc c'est pour ça que je suis pas contre la République. Je suis contre ce qu'a pu faire nos républiques. Je sais pas si la nuance est très claire, mais c'est du pinaillage. Hein. Globalement, on est quand même assez d'accord, Sigoniac. Et sur la franc-maçonnerie, je vous rejoins totalement. Oui, bien sûr. Après, voilà, quand on dit la France n'est pas compatible avec les valeurs de la République, on parle d'une certaine République, parce que la République en soi, par exemple, tel qu'en parle Jean Baudin, c'est tout simplement tout principe qui concourt à la réalisation du bien commun, qu'il soit monarchique, qu'il soit aristocratique, ou bien qu'il soit démocratique. Donc, à ce titre-là, oui, la République n'est qu'une forme de gouvernance, mais on parle bien d'une certaine République qu'est la République française, née dans le sang du massacre des prêtres réfractaires et des pauvres Vendéens. Tout à fait. Merci beaucoup d'ailleurs, on est une centaine à peu près, on est autour de 100 sur le live, n'hésitez pas à le retweeter, à le partager et le liker, etc. Je vous fais confiance pour nous donner de la force. Passons à la lanterne maintenant, et justement, vous savez, ce qui fait la particularité des adhérents, des abonnés du Parti de la France, ce qui fait que tant de gens nous suivent, c'est parce que le Parti de la France met en avant un concept ultra important, le concept de la remigration. Nous partons effectivement du fait que puisque l'assimilation, c'est une chimère, puisqu'on ne peut pas assimiler des millions d'individus de manière magique et que l'harmonie avec une immigration massive n'est absolument pas envisageable, n'est pas possible, on préconise, nous, la remigration. La lanterne, vous êtes la bienvenue sur nos médias, c'est la première fois que vous venez sur nos réseaux. Moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que la remigration, c'est un délire de Gogol 88 ou est-ce que c'est une nécessité pour sauver la France ? C'est une nécessité absolue. Cependant, il faut être très réaliste dans le sens où ça peut pas se faire en claquant des doigts. Pour la simple et bonne raison qu'on est tombé dans le piège de la naturalisation. Donc, sur quoi va-t-on se baser pour remigrer? Évidemment, les binationaux, en priorité, hein, ça c'est
C'est le plus simple, mais que fait-on des métis? Est-ce que, leurs 50 français, suffit à ce qu'ils restent sur le territoire? En fait, elle est très compliquée à mettre en œuvre. Elle est cependant indispensable. Bon déjà, je pense qu'appliquer les OQTF serait déjà un bon point de départ, hein. Déjà les OQTF et les binationaux. Pour le reste, c'est vrai que alors moi je suis pas politicienne, je suis une petite influenceuse politique qui fait des petites vidéos sur, TikTok et sur Twitter. Mon rôle n'est pas, de donner des solutions. Mon rôle est de mettre en avant des problématiques, d'exprimer un avis que, certaines personnes ne peuvent pas exprimer à cause de leur responsabilité familiale, de leur travail et cetera. Moi, j'ai cette chance de pouvoir, de n'avoir que moi comme responsable, enfin comme responsabilité. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de famille à nourrir. Jusque-là, je peux me permettre de parler. Je parle, au nom de toutes ces personnes-là, mais je pense que les personnes politiques, les personnes qui doivent appliquer les choses, et les envies des Français doivent commencer à réfléchir là-dessus en tout cas. Bon, je pense que partir sur les OQTF et les binationaux dans un premier temps, ce serait pas déconnant. Merci beaucoup La Lanterne pour votre réponse. Alors oui, les solutions, c'est nous en tant que politiciens d'apporter la solution. Nous, oui, effectivement, nous on est d'accord avec la majorité des critères que vous avez invoqués, là, c'est-à-dire les binationaux bien évidemment. Après il y a des cas particuliers toujours. Les métis, moi j'aimerais vous répondre parce que souvent c'est ce cas-là. Souvent c'est le père est africain et la mère elle est européenne. Moi j'aimerais vous répondre de manière un peu trollesque. Oui, écoutez, la mère elle choisit dans quel continent elle veut vivre et on renvoie les deux autres. Mais on va attention, attacher d'être sérieux et en réalité c'est du cas par cas. Il faudra que ce sera la responsabilité du législateur et du fonctionnaire. Mais de toute façon ces cas par cas sont toujours minoritaires. L'écrasante majorité des migrants africains en France sont de la double nationalité, puisqu'il y a le droit du sang là-bas. La majorité des pays pratiquent le droit du sang et pas le droit du sol. Et donc, il y a quand même de quoi faire déjà. Il y a quand même de quoi faire. Et oui, les OQTF, j'ai envie de dire, c'est déjà la loi actuelle. Donc, normalement, il n'est pas censé y avoir de réforme. C'est une question d'application. Vous avez raison, l'application n'est pas faite. Je crois qu'il y a à peu près 7% des OQTF qui sont appliqués seulement. 7%, c'est pas grand-chose, hein. 7%, et encore ça va augmenter parce que c'était 5%. Donc, on note l'effort. Il y a du progrès, hein. On Et note Retailleau, l'effort. il est vrai, hein. Ouais, si seulement il était raciste, comme dirait Conversano. On salue Daniel Conversano, bien évidemment. Abonnez-vous à ses réseaux. Voilà. On devrait l'accueillir bientôt, d'ailleurs. Allez, Oui, si je peux allez-y. me permettre, là, en fait, voilà, tout ce que vous avez dit sur, la France éternelle, la République et cetera, je trouve qu'en fait, sur le sujet de l'assimilation, de la remigration, c'est bien, ça explique et cetera, mais je pense qu'il ne faut pas autant, intellectualiser les choses. Je pense que la chose est très simple. Moi, je suis blonde aux yeux bleus, OK? Je n'ai juste pas envie que les blonds aux yeux bleus disparaissent. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 explications. J'ai le droit d'avoir envie que les blonds aux yeux bleus restent sur terre, qu'il y ait toujours des blonds aux yeux bleus, qu'il y ait toujours des roux, qu'il y ait toujours des gens qui aient les yeux verts, qu'il y ait toujours des gens qui soient blancs. En fait, juste ça, je pense que ça suffit largement, et que partir dans des grands discours, intellectuels sur toutes des théories et cetera, c'est bien, il en faut, mais ce qui parle vraiment aux gens, c'est leur réalité. Leur réalité, c'est simple, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. On a envie que nos enfants nous ressemblent, que nos petits-enfants nous ressemblent. Je suis née dans une famille de blonds aux yeux bleus. Mes cousins sont blonds aux yeux bleus, mes grands-parents, tout le monde, tout le monde. J'ai le droit de juste pas avoir envie, que ma cousine se marie avec un noir, et que du coup, ses enfants, ils soient comment? Forcément, ils seront bruns aux yeux marrons. Parce que les yeux bleus sont un gène. J'ai plus le terme, excusez-moi. Voilà, exactement. Et du coup, forcément, ils auront les yeux marrons. Donc, juste ça suffit largement à ce qu'on veuille préserver l'identité ethnique de notre pays. On n'a pas besoin de se justifier là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais vous avez raison, Lanterne, vous avez bien compris que le Parti de la France c'était un peu entre vous, la Lanterne, et vous, Sigognac, à savoir entre l'exécution, l'agissement et l'intellectualisation, parce qu'effectivement, un parti politique se doit de faire les deux. D'ailleurs, vous avez peut-être vu mon affiche l'année dernière, l'affiche du Parti de la France qui s'appelle Donnons un avenir aux enfants blancs, la Lanterne, peut-être que vous l'avez vu l'année dernière, c'est exactement ce dont vous parlez.
Oui, c'est ça. Alors j'avais, énormément aimé, hein, cette affiche, je l'ai repartagée un peu partout, hein, je me souviens. Je l'avais aussi beaucoup défendue. Excusez-nous, hein, d'être blond aux yeux bleus, on n'est pas, nazis pour autant, hein, enfin un enfant n'est pas nazi. On existe sans politique derrière, on existe parce qu'on est là en fait, enfin on va pas s'excuser, d'exister et c'est en fait presque ce qu'ils nous demandent là. «Excusez-moi d'être blonde aux yeux bleus», enfin le nombre de fois où on m'a dit juste parce que j'étais blonde aux yeux bleus, j'étais nazie, juste sur ce critère-là. Je vais pas m'excuser d'être blonde aux yeux bleus, je vais pas m'excuser d'exister, je vais pas m'excuser que les hommes blonds aux yeux bleus, bah, sont aussi très beaux, sont aussi, très attirants, sont aussi enfin, en fait là on en est à un point où on doit s'excuser d'exister. On n'a même plus le droit de se défendre, mais aussi de s'excuser d'exister. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié, cette affiche-là, elle m'a beaucoup parlé en tout cas. Ah et bah, écoutez, j'en suis vraiment ravi. Je me rappelle que Thaïs Descuffon, qui est blonde aux yeux bleu ou vert, bleu je crois, hein, également avait publié une photo d'elle petite en disant qu'elle ressemblait, au gars sur enfin au garçon qu'il y a sur l'affiche et que donc ce n'était pas une invention. Mais vous en tant la lanterne, parce qu'à votre discours, vous en tant que blonde aux yeux bleus, comment je pourrais dire? Vous sentez que votre, typologie est en voie de disparition? Bien évidemment. Déjà parce que, c'est vrai que les Français sont majoritairement, bruns aux yeux marrons, quand même. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les yeux verts, je crois qu'ils se représentent 3 de la population, c'est eux la vraie minorité. Les yeux bleus, alors j'ai plus le chiffre exact, on doit tourner autour des 10 de la population mondiale. C'est ça la vraie minorité. C'est ça la vraie diversité. En fait, on a cette chance-là en tant que peuple européen, d'être en fait dans notre génétique très diverse. On a des roux, on a des bruns, on a des châtains, on a des blonds, on a des yeux verts, on a de toutes les couleurs. Allez en Afrique subsaharienne, vous en verrez, pas du tout, quasiment pas. Allez, en Asie, vous n'en verrez pas non plus. Ou vraiment une extrême minorité. Heu, c'est nous la vraie diversité et on veut effacer cette diversité et du coup, ça rejoint tout à fait la créolisation. On veut effacer la vraie diversité. Le peuple européen est la vraie diversité. Voilà. Ouais, tout à fait, merci beaucoup Valentin pour votre réponse. C'est-à-dire ce que vous faites enfin ce que vous me dites pardon, me rappelle beaucoup un discours qu'on entend souvent, c'est que, bah, Sigoniac, je vais vous la poser parce que ça concerne plus l'histoire, mais c'est vrai que parfois on a l'impression qu'on demande aux blancs, donc on demande aux Français de s'excuser pour la colonisation, de s'excuser pour l'esclavage, de s'excuser pour ci, pour ça, tatati tatata. Ça on souffle, c'est insupportable. Vous avez déjà entendu ce genre de discours, je pense? Bien sûr. Non, mais on fait pas de politique avec, de la repentance. Ça, je pense que c'est un des faits sur lequel je rejoindrai François Mitterrand et Dieu sait que j'en ai pas beaucoup. Mitterrand avait refusé de rentrer dans ce discours de repentance. On n'en finit jamais en réalité de s'excuser. Le pardon, c'est quelque chose qui doit être pratiqué à l'échelle individuelle. Les peuples n'ont pas à s'excuser. Moi, je ne crois pas, pourtant Dieu sait que j'ai recherché, mes ancêtres ne se sont pas enrichis. Je n'ai pas gagné plus que ce soit de la colonisation. Et on sait de manière assez certaine hein, qui est à l'origine de la colonisation. C'est un idéal de gauche universaliste. C'était Jules Ferry qui nous disait dans les années 1880 que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. On sait comment la bourgeoisie d'argent contre la France enracinée a voulu profiter de la colonisation. Donc à ce titre-là, le peuple de France n'a pas à s'excuser, que ce soit historiquement comme politiquement. Nous n'avons rien à faire avec cette histoire coloniale et il s'agirait de tourner la page parce que sinon on n'en finirait jamais. Je ne crois pas qu'il y ait de peuple sur cette terre qui n'ait pas été lié d'une manière ou d'une autre à des massacres de quelque nature que ce soit. Nous ne demandons pas des excuses de qui que ce soit. Nous n'avons pas à en fournir, sans quoi l'histoire ne terminerait jamais. Nous serions éternellement dans des pleurnicheries. Ça, c'est une évidence. Et je rejoins, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur la diversité. Je rejoins ce que disait la lanterne. Il y a une grande diversité de phénotypes en Europe.
qu'il s'agirait aussi de conserver, c'est une évidence en effet. Et les peuples n'ont pas envie. À ce titre-là, je crois en la, la libre détermination des peuples, au droit des peuples à déterminer leur destin et à se conserver eux-mêmes. Ça, c'est une évidence. Le bon Dieu a voulu la diversité des peuples. Il s'agirait de la conserver et de ne pas céder aux chimères de l'assimilation, de la créolisation, d'une humanité grise et plate, tout assimilée. Cela me semble une évidence. Euh, Ensuite, ah oui, voilà, moi, alors je fais partie de la minorité. Je savais pas que c'était si minoritaire que ça. J'ai en effet les yeux verts, donc je suis heureux de l'apprendre. Eh ben, on est face à des gens rares. Moi, je suis brun aux yeux noirs, donc j'ai rien à dire, hein, quelque part. Vous n'en êtes pas Mais... moins charmant, Alexandre. Oh, mais je suis fort flatté, mon cher Cigognac. Et justement, moi, la lanterne, j'apprécie vraiment tourner cette émission avec vous, et c'est vrai que je vous découvre parce que c'est la première fois que nous tournons ensemble. Et j'espère pas la dernière, bien naturellement, vous êtes toujours la bienvenue. Mais j'aimerais quand même vous poser une question, c'est que votre discours, moi il me parle, hein, votre discours quand il me dit, voilà, je suis blonde aux yeux bleus, je suis blonde aux yeux bleus, et bordel de merde, j'ai pas envie que les blondes aux yeux bleus disparaissent. Et moi je suis un peu pareil, moi je suis blanc, je suis européen, je suis fier de l'être, etc. J'ai pas envie que mon ethnie disparaisse, j'ai pas envie que la France devienne majoritairement non blanche. Mais ce discours aujourd'hui, il n'est plus défendu, j'ai l'impression, en tout cas, excusez-moi, par Marine Le Pen, par le Rassemblement national, le parti qui est pourtant majoritaire dans le camp national. Moi, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous croyez en Marine Le Pen, Jordan Bertella, bref, de manière générale, au Rassemblement national pour justement préserver l'existence des blondes aux yeux bleus? Question compliquée quand même, non, déjà. On ne peut pas croire au RN. Le RN n'est pas identitaire dans sa ligne politique du tout. Le RN est. À partir du moment où Marine Le Pen dit que l'islam est compatible avec la République, on a déjà la ligne du parti. Euh, le RN, pour moi, c'est celui qui a le plus de chances de passer, hein. Bien évidemment, ce sera plus une victoire idéologique qu'une vraie victoire de la droite. Bien évidemment. Non, non, le RN n'est pas sur une lignée identitaire. Alors je pense que dans les, cadres du RN, il y en a qui défendent, enfin qui ont ces idées, mais personnellement. Voilà, ça en fait, ça ne parle pas encore totalement aux Français. Le problème est que le jour où ça parlera, c'est le jour où ils n'auront plus le pouvoir, hein, bien évidemment. Le français est lent à se réveiller. Le français est très, très lent à comprendre, très borné. Donc on va avoir un petit peu de mal à les réveiller, surtout quand on voit la réaction bah, sur la ligne identitaire, vous les voyez tous, hein, «Oui, mais moi, j'ai mon voisin, qui est arabe, c'est un petit commerçant, il est très sympathique, j'ai aucun problème avec lui». Oui, d'accord, tu prends l'exception qui confirme la règle et le RN est un peu dans cette ligne-là parce qu'en fait aussi, le RN veut veut ces voix-là, veut ces voix-là et le RN, je pense, a bien conscience du peuple français et en vrai est très cohérent avec, hein. Il y a ça sur ça, n'a aucun souci, mais du coup ne peut pas défendre une ligne identitaire. On a bien vu, les résultats de Zemmour qui défend un petit peu plus cette ligne identitaire, un poil plus et non et pas encore énormément. Voilà, 7 5. Bon, on en est très, très loin quand même, hein, très, très loin. Ah bah ça, je suis bien d'accord avec vous, la lanterne. J'espère qu'il ne sera pas trop tard quand le peuple se réveillera. En tout cas, on fait tout pour essayer de le réveiller. Cigognac, Jean Messia n'a pas grâce à vos yeux. Ça, je pense qu'on a compris. Bon bah écoutez, je pense que voilà. Est-ce que vous qualifieriez Marine Le Pen de gauchiste? Je crois que Henri de Lesquen était à l'origine d'un très beau terme, c'est une candole. Voilà, le candolisme, la traduction de l'anglais au français, le terme anglais anglo-américain était cuck. En français, c'est un candole, c'est-à-dire des personnes qui ont des opinions à la base et puis qui vont sacrifier leurs opinions pour sauver leur parti. Et je crois que Jérôme Bourbon, dans un numéro récent de Rivarol, avait très bien résumé la chose. Il avait dit, au départ, on crée un journal pour défendre ses idées, puis on sacrifie ses idées pour défendre le journal. C'est la même chose qui s'est passé en politique. Les idéaux de Jean-Marie Le Pen ont été trahis pour acheter la dédiabolisation et permettre au parti de percer et finalement d'entrer dans la machine et puis accepter ce que le système attend de nous. Bon, c'est très pénible. Oui, Marine Le Pen, bon, c'est du centre-gauche.
C'est l'incarnation aussi du national-sionisme. Bon, voilà, je pense que les gens aussi en ont marre de devoir choisir entre islamo-gauchisme, national-sionisme, voilà, tout ça, voilà. La vie n'est pas un match de foot. On a le droit de préférer une troisième alternative. On n'est pas obligé de choisir entre le PSG et l'OM. Non, Jean Messia n'a jamais trouvé grâce à mes yeux. Alors, j'ai trouvé distrayant pendant un temps. Il y a, je pense, 5 ans, à l'époque où je découvrais un peu la politique à la télé. Heu, mais ce qui est visible chez lui, c'est ce trouble de l'identité, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il semble besoin en faire trop, il semble avoir besoin d'en faire trop pour être accepté et ça, il l'a intégré. On lui en demande pas tant, comme l'a dit, ce matin le chroniqueur de Radio Courtoisie. On lui en demande pas tant et tout cela laisse, subsumer, un certain, dégoût de soi, une incapacité aussi à intégrer profondément, ce qu'est la France en lui-même et d'accepter qu'il ne sera pas, en tant que Français de papier, il ne sera pas l'exemple de la francité, au sens où Joseph de Maistre le disait, un homme d'État doit être l'incarnation de son peuple. Et un peuple, c'est un tout organique, organique et donc qui a une unité à la fois génétique, une continuité de génome. Il y a quelque chose qui doit être présent dans le sang et dans l'ascendance. Et à ce titre-là, non, Jean Messia aura du mal à incarner la francité et je crois qu'il l'a assez mal digéré. J'en veux à témoin certains de ses posts qui le prouvent. Et c'est un petit peu le mensonge originel qu'il y a derrière l'assimilation. Et il écrivait sous son, je sais pas si c'était un compte Facebook ou un compte YouTube. Il disait français de souche par naturalisation. Alors là, je connaissais des contradictions et des paradoxes. J'en découvre un nouveau qui me fait beaucoup rire. Et puis c'est aussi, comment dire, Jean Messia, c'est l'incarnation aussi de l'axe Washington-Tel Aviv, le judéo-christianisme en œuvre. Euh, je crois qu'on en a marre aussi de ces arnaques-là qui permettront à terme de faire voter l'ensemble des Français souches pour un juif qui demandera à des millions d'allogènes de s'assimiler à la culture républicaine et tout continuera sous vernis français, mais il n'y aura aucun changement. Donc Jean Messia, c'est le nom d'une belle arnaque, je crois. C'est intéressant ces points de vue. Finalement, vos deux points de vue, la lanterne et Sigoniac, sont à la fois proches et à la fois éloignés, hein, bien sûr. Moi, personnellement, je suis plutôt du côté de la lanterne, hein, c'est-à-dire que je pense sincèrement que Jean Messia fait tout pour aimer la France, mais juste, c'est la France actuelle et ces derniers tweets m'ont beaucoup déçu de mon côté. Oui, la lanterne, vous pouvez prendre la parole dès que vous voulez, hein, vous n'avez même pas besoin de lever la main. J'ai confiance en vous. En fait, ce qui a, je pense, créé vraiment la polémique avec ce commentaire de Jean Messia, c'est qu'il a brisé la confiance. Il a brisé quelque chose qui était tacite entre les identitaires et lui. On le laissait tranquille. On le laissait relativement tranquille parce que il avait fait l'effort devant la France entière de s'assimiler. On acceptait que c'était peut-être l'exception qui confirmait la règle. On n'en faisait pas un exemple d'assimilation, hein, nous les identitaires, mais voilà, on le laissait tranquille dans son coin. Ce qui a été dur à encaisser, c'est que, j'ai aussi, beaucoup apprécié, hein, ses interventions parfois à la télé où il était très tranchant et très drôle, hein, faut le dire. Mais quand j'ai vu ça, parce que je l'ai vu, hein, j'ai vu le commentaire, j'ai été mais je me suis sentie attaquée. En fait, Sigoniac, enfin bon, c'est vrai que la réponse Sigoniac pour moi était une réponse à une provocation déjà de base. Le post de Jean Messia était pour moi une provocation, mais voilà, on a l'habitude du personnage. Ce qui fait mal, c'est qu'il a attaqué les ancêtres du peuple français, en fait. Donc en fait, il a brisé, cet accord tacite qu'il y avait entre lui et les identitaires on le laisse tranquille et il ne nous attaque pas. Et il l'a fait. On titille un petit peu et puis, le naturel, revient au galop. Je pense que c'est ça plutôt qui a créé la polémique, plus que tout le reste. Et je dirais même, le naturel revient au chameau, parce que moi aussi, je me suis senti attaqué, je me suis senti trahi vraiment par son tweet. Et en fait, ça me rappelle beaucoup le comportement des Algériens, vous savez. Là, clairement, son tweet, ça veut dire tes ancêtres, c'est des gogoles,
c'est grâce à mes ancêtres que l'Europe est intellectuellement élevée et scientifiquement avancée. Les Algériens disent la même chose en disant que la Tour Eiffel, elle vient d'Algérie, que les plus grands scientifiques, qui sont arabes ou je sais pas quoi. Vous, Sigoniac, vous souscrivez? Non, mais je n'ai même pas besoin de rentrer dans ce débat-là. Enfin, oui, enfin, je souscris à l'idée qu'on a l'impression d'entendre un Algérien, vous savez, cette jeune fille qui disait que la Tour Eiffel a été fabriquée avec les aciers de l'Algérie. Alors, on avait beaucoup rigolé à l'époque. On voit toute la, la débilité qu'il y a derrière. Mais je veux revenir quand même sur le complexe Jean Messia, parce qu'il y a quand même quelque chose il y a plusieurs choses qui pouvaient nous laisser nous poser des questions. Alors, moi, je crois que la nation est avant tout un tout organique. Et à ce titre-là, elle est une grande famille. Et quand on s'assimile à la nation, on ne prend pas pour femme des personnes orientales. Ce que faisait Jean Messia. Je n'attaque pas sur sa vie privée, j'attaque le modèle en général. C'est-à-dire que quand on fait partie d'une grande nation, après, il y a peut-être des raisons qui empêchaient les femmes françaises de tomber sous le charme de Jean Messia, ça, je ne sais pas. Je ne voudrais pas tomber dans ce type de jugement. Je pense que quand quand on veut s'assimiler totalement à une nation, on ne se cache pas comme il le fait. Il l'a montré dans plusieurs vidéos. Regardez, je suis chez moi. Alors chez moi, je peux manger de la moulouria et je peux écouter du Kalsoum. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi j'ai l'impression d'entendre la même façon Zemmour qui nous dit français dans la rue, juif à la maison. Alors pour moi ça c'est le syndrome de l'hypocrisie suprême, c'est-à-dire de dire au fond, je prends le masque de la francité, comme le fait Jean Messia, j'adopte le vernis de la francité, et au fond, ben, je reste chez moi, qui je suis, dans mon fort intérieur, je suis lié à Kalsoum et à la Moulouria. Voilà. Mon être et mon fort intérieur me lient indissociablement à mes origines et à la terre de mes pères. Moi, ça me posait déjà question auparavant avec Jean Messia. Et puis après, bon, un tas aussi de prise de position, Jean Messia, très douteuse. On l'avait vu récemment, Radio Courtoisie, face à Pierre Derbès, qui nous faisait le grand défenseur de la civilisation occidentale, dont les bornes sont Washington, Tel Aviv. Hein. C'est ça la civilisation occidentale. En gros, c'est les judéo-chrétiens contre les islamo-bougnoules. Ah, je mets des guillemets, hein, évidemment. C'est bon, c'est assez risible. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, parce que moi, personnellement, je suis au Parti de la France, et au Parti de la France, on a décidé de ne pas trancher sur le conflit israélo-palestinien, parce qu'on considère que ce sont deux communautés qui ne nous concernent pas, qui s'affrontent, et par conséquent, c'est un peu comme la Russie et l'Ukraine, on a décidé de ne pas trancher. Et Lanterne, on avait discuté ensemble en privé, et je crois que vous avez à peu près la même position. Mais ce qui est fou, c'est que comme tout à l'heure, vous nous aviez dit, oui, j'ai l'impression de devoir m'excuser d'être blonde aux yeux bleus, excusez-moi, et ben moi j'ai l'impression que parfois je dois me justifier, je dois m'excuser de ne pas prendre parti. J'ai envie de dire, c'est un peu le monde à l'envers. On s'assimile à des communautés étrangères chez nous. Je sais pas si vous aimez vous-même, vous devez vous justifier quand vous dites que vous ne prenez pas parti. J'en parle pas. C'est déjà une grande aide. J'ignore quand on m'en parle. Je n'ai pas envie particulièrement de parler de ces sujets-là, hein. Je pense que la France est déjà un sujet suffisant pour toute une vie. Euh, et en fait, à force qu'on me pose la question et qu'il n'y ait pas de réponse, on a arrêté de me demander des justifications, voilà. Je recentre toujours les sujets, je parle de ce que je veux, en fait. J'ai créé mes plateformes pour ça, c'est pas pour qu'on me force à parler de quoi que ce soit. J'aime la liberté d'expression, mais j'aime aussi la liberté de se taire. La liberté d'être tranquille, la liberté de ne pas avoir d'avis et je trouve que c'est très important aussi. On ne de enfin je il y a des géopoliticiens qui sont, très calés sur le sujet et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de leur demander à eux, qui connaissent bien le sujet qu'à moi qui honnêtement déjà n'y connais pas grand-chose, ne s'y intéresse absolument pas. C'est pas ma ligne et c'est pas très intéressant de m'écouter là-dessus, honnêtement.
Ok, bah écoutez, je suis ravi de l'entendre et j'espère que moi aussi on va me foutre la paix avec ces histoires. J'aimerais bien avoir la tranquillité que vous avez réussi à nourrir. Je lis les commentaires sont vraiment très positifs, hein, vous avez vraiment des fans. Et il y a un commentaire de Marc de Kerguelen qui me dit est-ce que vous êtes européiste, Alexandre Inger? Moi, tout à l'heure, j'avais dit quelque chose d'important. Si on remplace les 20 millions d'Africains qu'il y a en France par des 20 millions de Néerlandais ou d'Anglais ou voilà, de ce que vous voulez, je ne serais pas satisfait quand même, parce que la France ne serait plus la France. La France serait néerlandaise. Donc c'est une réponse assez claire qui montre clairement mon nationalisme, pardon. Bien sûr, comme Jean-Marie Le Pen, on se sent plus proche de ses amis que de ses voisins et de ses voisins que des inconnus. Je me sens plus proche des Néerlandais, des Allemands, des Italiens que des Africains. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, ou même que des Vietnamiens. Mais voilà, ça me paraît. La France, ça doit rester la France. Moi, je suis nationaliste, pas européiste. Et attention, je fais bien la distinction entre européiste et pro-Union européenne. Oui, la lanterne voulait rajouter quelque Oui, chose? en fait, c'est simple. On reprend l'exemple, mais très basique, mais qui est très parlant. C'est notre maison, c'est notre pays. Voilà, enfin, j'aime beaucoup mes amis, j'aime beaucoup mes cousines, j'aime beaucoup mes sœurs même. Hein. J'ai pas envie non plus qu'elles viennent habiter chez moi à longueur de journée. C'est chez moi. J'ai beau les aimer, elles sont les bienvenues de temps en temps à la maison pour un repas ou pour une exception, enfin voilà, pour un événement, pourquoi pas? Mais c'est tout à fait ça, j'aime beaucoup les pays européens, nos voisins, mais j'ai pas envie qu'ils viennent vivre chez nous. Voilà, on peut doser. Et allez-y, excusez-moi, je vous ai Non, coupé. non, c'est bon, j'avais fini. Et même que je vais vous dire plus loin, parce que moi je suis allé en Afrique, je suis allé en Afrique, je suis allé en Tunisie, et je compte même retourner peut-être potentiellement en Afrique. Moi, en réalité, j'aime bien l'Afrique, mais j'aime bien l'Afrique pourquoi? Parce que l'Afrique est en Afrique. J'aime bien le Japon, mais j'ai pas envie que le Japon remplace la France. Vous voyez, j'aime bien quand les choses sont à leur place. Je n'ai aucune, et c'est pour ça d'ailleurs que je me considère pas comme raciste en soi, parce que je n'ai aucune haine, je n'ai aucune colère même envers les Africains ou les cultures africaines. C'est juste que leur place n'est pas en Europe, tout simplement. Tout simplement. Et ça me paraît très important, cette précision, ça me paraît très important, cette nuance, parce qu'en réalité, c'est enlever des individus de leur milieu naturel qui pose problème, qui pose des crises d'identité, qui pose autant de problématiques à laquelle nous sommes confrontés malheureusement au quotidien, au-delà du surnombre. Donc oui, vous avez raison, la lanterne. Pas parce qu'on aime quelqu'un, voilà, je suis catholique, donc j'aime tout le monde si vous voulez, mais c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on est obligé de vivre avec. Tout à fait. Très pertinent. Oui, il y a un ordre dans la charité, hein. Et puis la charité, c'est que le plus bas degré de l'amour, hein. Il y a 3 formes d'amour, on le sait dans l'enseignement, dans le catéchisme catholique, et puis il y a un ordre dans la charité. Et ça, écoutez, même les même les musulmans conviendront avec nous, ils ont aussi un ordre dans la charité. Donc là-dessus, au moins, ils peuvent nous comprendre, je crois. Et c'est pour ça aussi qu'il faut, il y aura toujours une minorité, et c'est à celle-ci qu'il faut s'adresser si on veut organiser une remigration, qui sera d'accord avec nous et qui aussi sont attachés à la terre de leur père. Et je pense qu'il n'y aura pas de remigration possible s'il n'y a pas une coopération entre les peuples pour organiser ce processus et reprendre là où nous en étions la continuité qu'avaient commencé nos peuples, que ce soit sur des milliers ou des centaines d'années. Il faut évidemment organiser ceci pour que, comme vous le disiez Alexandre, nous puissions, lorsque nous allons en Afrique, ne pas nous retrouver dans une annexe de Rome ou de Paris, et lorsque nous allons à Tokyo de la même façon, et puis lorsque les Africains viennent en France, qu'ils ne découvrent pas une autre capitale africaine, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah, je suis totalement d'accord. Alors oui, genre j'allais dire la lanterne, j'ai cru voir une main levée, mais je ne sais pas, parce que je voyais une main levée sur un écran, mais pas sur l'autre, donc je ne sais pas quoi. Je sais pas si c'était Non, un bug de X. c'était pas moi, c'est pas du tout. Ok, bah écoutez, formidable. Bah écoutez, moi je pense qu'on a vraiment bien traité le sujet, l'assimilation. Je pense qu'on l'a bien traité. Vous savez, nous c'est une émission hebdomadaire, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'en fin d'émission, on traite 3 à 4 sujets d'actualité et on en discute ensemble. Vous voyez, il y a 3-4 actualités. Alors moi, premièrement, l'actualité qui m'a le plus choqué, c'est à Nanterre. Vous savez, à Nanterre, le maire propose qu'il y ait une rue Nahel Mesrouk. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas assez de héros, évidemment, on n'a pas assez de héros, donc on décide de mettre des noms de rues de Nahel, vous le connaissez très bien, hein, je vais pas m'amuser à refaire son pédigré. Et personnellement, nous, Parti de la France, on trouve que c'est absolument n'importe quoi de faire une rue Nahel Mesrouk à Nanterre. C'est celui qui propose ça, c'est Raphaël Adam. Je pense que ça se prononce Adam.
qui est le maire actuel de Nanterre. Voilà, donc Robert Surcouf, non. Nahel Nesbrook, oui. Ça fait partie, je suis désolé, mais Sigognac, la lanterne, pour moi, ça fait partie du grand remplacement. Du grand remplacement de nos noms de rue, certes, mais c'est quand même du grand remplacement. Qu'est-ce que vous en pensez? La parole d'abord à Sigognac et ensuite la lanterne. Oui, bien sûr, bah, c'est du clientélisme, hein, on a l'habitude de ça, et ça fait plaisir. Alors, on achète la paix sociale de cette façon, mais ça marche bien, hein, on l'a vu, il faut faire plaisir, et puis surtout, on voit que c'est jamais des héros qu'on met en valeur, c'est toujours des pauvres victimes. Alors, ça aussi, l'idéologie victimaire, c'est je crois, le propre de la gauche. Ben, là, on est en plein dedans. Clientélisme et victimisation, ben, écoutez, une quinte flush, hein. Et là, je sais pas si vous y êtes allé, je sais pas si vous étiez allé à Nanterre. Moi, j'y suis allé plusieurs reprises. Je vous promets que c'est vrai. Toutes les fois où je suis allé à Nanterre, je n'ai jamais croisé un seul blanc. Les seuls blancs que j'ai croisés, c'était des militants de lutte ouvrière qui me tendaient des tracts. Je vous promets que c'est vrai. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, je suis allé dans une pharmacie et dans 3 boulangeries. Je rappelle quand même que la boulangerie, c'est le symbole de la France, c'est la baguette. Les 3 boulangeries étaient tenues par des voilés. Voilà, je ne rigole pas. Si vous voulez voir à quoi ressemble Nanterre, vous voulez voir à quoi ressemble l'Algérie en France, c'est Nanterre. Allez-y, la lanterne. Magnifique. Non, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille encore un petit peu plus loin, parce que le nom d'une rue, c'est pas assez. Je pense qu'on devrait lui accorder carrément la Légion d'honneur post-mortem. Voilà. Au point où on en C'est est. vrai que c'est possible, hein. Non, mais c'est vrai, c'est que au bout d'un moment, on va faire quoi? La prochaine, c'est quoi? C'est qu'on va nommer une rue Oussama Ben Laden? Enfin, c'est que là, ça va trop loin. Oui, d'accord, on achète la paix sociale. Enfin, en attendant, ils ont quand même. C'est monté à combien le coût des dégâts dus à Naël en France? Oh, bonne question. Ça se compte en plusieurs centaines de millions. Ouais, c'est une catastrophe. Donc oui, bah voilà, oui, une petite rue Oussama Ben Laden, puis une légion d'honneur. Voilà pour Noël. Parce que qui n'a pas fait de refus d'obtempérer finalement? Qui? Bah oui, c'est la base. Et c'est la base. Si à Je moins de pense 15 ans, que t'as pas fait un refus un d'obtempérer, t'as moyen de raté ta vie. devenir un homme, de devenir un homme. Voilà, c'est un rituel pour devenir un homme en France aujourd'hui. Et d'ailleurs, Ouais, c'est la lanterne, allons plus loin. Nommons-le postmoderne pour le prix Nobel, finalement. de la paix. Prix Nobel de la paix, je l'ai même pas précisé. Oui, pardon. De la paix. Prix Nobel de la paix, s'il vous plaît. Je propose qu'on Mesdames et le messieurs. fasse général comme Dreyfus. Ouais, même maréchal, hein. Voilà. Ah, maréchal d'Empire, voilà, carrément. Non, après, C'est je précise quand même pour ceux qui tombent sur l'émission, on ne se moque pas d'un mort, hein, évidemment, jamais. On se moque de l'instrumentalisation, de la récupération derrière. Naël est mort. Moi, je suis personnellement triste parce que je trouve ça toujours triste un mort. Mais après, au bout d'un moment, le flic a été obligé parce qu'il y aurait pu avoir d'autres morts, parce qu'il y a eu un refus d'obtempérer, parce que conduite illégale, etc. Moi, je défends 100% le policier qui, je crois, d'ailleurs, a repris de service. Hein, il a repris du service. Non, pour moi, c'est tout à fait normal. Voilà, je suis triste parce qu'il y a eu un mort, bien évidemment, mais c'est pas la police qui a cherché le mort, c'est Naël qui a malheureusement provoqué sa propre mort. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est pas un policier qui a tué Naël. Oui, c'est comme ça que le voient la plupart des Français d'ailleurs. Et totalement, parce qu'il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, il y avait quoi? Il y avait des gauchistes, là, je sais pas quoi, je sais pas si c'est des gauchistes ou des randoms, c'est pareil, qui me disaient, ouais, il y a eu une cagnotte pour le policier, il est devenu millionnaire, il n'y a pas eu de cagnotte pour la mère de Naël. Ah bon? Bah si, il y a eu une cagnotte pour la mère de Naël. C'est pas parce qu'il y a eu 1 million d'euros en moins donné à la mère de Naël qu'il n'y a pas eu de cagnotte. C'est juste que les Français ont fait leur choix, vous l'avez dit tout à l'heure. La lanterne, oui, les Français ont pu s'exprimer à travers ces cagnottes, tout simplement. Et vu la persécution qu'a eu le flic, croyez-moi qu'1 million, c'est pas si cher payé. Hein. Oh non, mais totalement, totalement. Bah, en fait, oui, c'est vrai que cette cagnotte-là a été vraiment le vote des Français pour cette histoire, le moyen d'expression des Français pour soutenir la police, en fait, finalement. Parce que c'était pas que le policier qui soutenait, c'était l'institution entière. Absolument, absolument. C'était la police derrière ce symbole. Et moi, je trouve ça dommage qu'il ait failli être sanctionné, failli être condamné. Oui, parce que je crois qu'il est jugé comme meurtre. Enfin, J'avais fait une émission sur cette histoire. C'est terrible, c'est terrible. En tout cas, aujourd'hui, je crois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a repris du service. Et pour moi, il aurait dû reprendre du service dès le lendemain. Il n'aurait pas dû être suspendu. Autre actualité, vous savez, la canicule en ce moment, c'est un peu une actualité. Bah, là, ça s'est calmé aujourd'hui, ça fait du bien, mais on est qu'au début de l'été, hein, ne vous inquiétez pas. Alors personnellement, je suis quelqu'un qui défend la climatisation. Je ne comprends pas pourquoi en France il y a une politique anti-climatoire dans tous les pays, dans les pays normaux comme les États-Unis par exemple, la clim est présente.
Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a un truc anti-clim en France. Évidemment, c'est des délires écologistes. Et vous savez quoi? Vu qu'il est à la canicule, la racaille a trouvé une nouvelle tendance, c'est envahir les piscines municipales. Thomas Joly nous dit, dès que le mercure grimpe, les piscines municipales, parcs aquatiques et plans d'eau se transforment en zone de non-droit estivale. On y va plus pour se rafraîchir, mais finalement, on y va aussi pour tester sa tolérance au chaos. Familles chassées par des bandes de racailles agressives, personnel insulté voire agressé, lieux fermés par mesure de sécurité, comprendre l'État, c'est renoncer une fois de plus à faire respecter l'ordre. Mais chut, il ne faut surtout pas pointer du doigt le fond du problème. C'est derrière ces appellations qu'on appelle des jeunes, ou des groupes turbulents, ou des incivilités. En réalité, on devine toujours de qui il s'agit. C'est toujours les mêmes. Non pas le parti, excusez-moi, la France, cette fois-ci, paye le prix de ses lâchetés. Les honnêtes citoyens, eux, n'ont plus qu'à transpirer en silence ou fuir comme toujours. Donc là, on parle aussi comment je pourrais dire, de monopolisation de lieux. Effectivement, on a vu, moi personnellement, je vais à la piscine, donc je l'ai vu. Effectivement, il y a des racailles qui monopolisent les piscines et les Français, un peu comme les banlieues dans les années 90, dans les années 2000. Il y avait des Français dans les banlieues, les Français ont été obligés de fuir parce que les banlieues étaient invivables. Et ben là, c'est un peu pareil pour les piscines municipales. Mon cher Sigognac, est-ce que la terreur est ancrée dans leur culture ou dans leur génétique? Ah, bonne question. En tout cas, l'acculturation l'a fait, hein. Je crois que l'acculturation permet de relever et de faire ressurgir certains instincts. On parlait plutôt de ce que Ibn Khaldoun appelle la asabia des peuples, je crois qu'il parle plus spécifiquement des Berbères. Voilà, il y a certains instincts qui remontent. Je suis pas allé à la piscine récemment. Je crois que je garderai bien. Ce n'a ça a suffi d'être ça a suffi d'être ma tasse de thé à l'époque, où j'ai remarqué en effet qu'il y avait une certaine débauche de mœurs à l'intérieur, de comment dire? De mauvais comportements ridicules. Ça devient vraiment, ce genre de lieux qui étaient autrefois des lieux de santé publique, deviennent aujourd'hui des sinécures, quasiment, qui je vous avoue, je sais pas quoi dire parce que ça me passe tellement au-dessus de la tête, ce genre de choses. J'ai quitté il y a trop longtemps les piscines mais oui, j'ai vu comme vous ces vidéos qui ne nous donnent pas l'image d'une France, une belle France apaisée, du vivre ensemble merveilleux qu'on nous a. Ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être, j'aimerais bien avoir aussi l'avis de la lanterne là-dessus, parce que moi, j'avais été critiqué la semaine dernière parce que j'avais dit en gros que je ne pouvais pas faire la promotion de l'expatriation. Bien évidemment, je fais de la politique, je fais de la résistance nationaliste. Bien évidemment que je ne fais pas du tout la promotion de l'expatriation, mais que dans un sens, à échelle purement individuelle, bah, je peux pas en vouloir à ceux qui s'expatrient, parce que globalement, bah, de plus en plus d'endroits deviennent invivables, si vous voulez. De plus en plus d'endroits deviennent invivables, et les Français, les gens qui, bien évidemment, de manière totalement légitime, ont peur pour eux ou pour leur descendance ou pour leur famille, et ben il y en a qui s'expatrient. Je peux pas faire la promotion de l'expatriation, mais je ne peux pas faire abstraction de mon humanité, si vous voulez, de ma compassion, de mon empathie pour ces personnes qui pensent à leur survie parce que tous les endroits de France, tous les endroits en France deviennent de plus en plus dangereux, de plus en plus invivables. C'est pas juste un luxe de ne plus voir d'Arabes, c'est pas ça. C'est qu'on se met réellement en danger lorsqu'on est extrêmement minoritaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque, la lanterne? En fait, c'est simple. La France, elle s'est pas construite en claquant des doigts. C'est le peuple français qui a fait, ce qu'elle est aujourd'hui. Heu, C'est-à-dire que les Français, sont capables de vivre ensemble, entre eux, d'une certaine manière. Et du coup, c'est pour ça que les piscines municipales, tout fonctionnait très bien. On était capable d'être civilisés, d'être polis. On s'excusait quand on poussait quelqu'un. Il n'y a pas de mouvement de foule, voilà, enfin, c'est tout bête, mais aller juste une journée au Puy du Fou, il y a que des blancs quasiment, avec un samedi après-midi sous canicule, j'y étais. Il y a pas un mouvement de foule, pas un qui crie plus fort que l'autre, pas un débordement. Les gens sont gentils, attendent patiemment, rigolent. C'est bon enfant, en fait. Les Français ont construit la France pour vivre entre Français, en fait. Donc forcément, des gens qui n'ont pas cette culture du vrai vivre ensemble, c'est-à-dire, accepter la limite de l'autre, accepter, l'espace vital de l'autre,
et respecter tout ça, bah, forcément ça dégénère complet et on le voit et il y a pas besoin de faire Sciences Po pour voir que ces gens-là ne sont pas adaptés à ce que leur propose la France dans ce qu'elle a de beau, de bien et de bon, finalement. Et absolument, absolument d'accord, la chère lanterne. Je devrais dire la chère lanterne, chère la lanterne plutôt. Et moi, je rajouterais aussi ceci, ce sera un petit peu pour conclure, parce que l'émission est sur Jean Messia. On est à 1h30 d'émission. En moyenne, c'est la durée des émissions, et je pense qu'on a vraiment bien traité le sujet, avec nos 3 points de vue. Et je terminerai là-dessus. Thomas Joly a proposé un débat à Jean Messia et Jean Messia a refusé. Je vais pas dire poliment, c'est pas vrai. Je vais pas divulguer les messages qu'il m'a envoyés parce que ça se fait pas. Mais il a refusé de manière un peu vexée, on va dire. Pour être tout à fait poli. En tout cas, Sigognac et la lanterne, c'est la première fois que je faisais une émission avec vous et j'ai vraiment été très surpris. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'ai eu raison de vous faire confiance. Voilà, vous avez mené une émission de qualité. Je vous remercie très chaleureusement. Je vais vous laisser bien évidemment dire au revoir etc. Comme d'habitude. Mais en tout cas, voilà, merci pour votre courage. Merci d'avoir accepté l'émission au Parti de la France. J'ai vu que certains d'entre vous avaient eu des commentaires négatifs et vous les avez gentiment rembarrés. Et ça, je trouve ça très courageux. C'est quelque chose qui se perd de plus en plus aujourd'hui. N'est-ce pas, Jean Messia? Merci beaucoup, Sigognac. Merci beaucoup, la lanterne. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Forum du Parti de la France.